DATV, merci beaucoup de rester avec nous. Votre émission de grand format vous revient avec un nouvel invité, Mamour Cissé, leader du PSD Yantibi, par ailleurs opérateur économique. Mamour Cissé, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Sabardo, bonsoir. L'honneur me revient. Merci beaucoup. Alors, l'actualité reste dominée dernièrement par l'achat de l'avion présidentiel, un achat à polémique déjà. Quelle appréciation faites-vous de cette histoire qui ne cesse d'enfler, on va dire, au Sénégal? Mais je ne comprends pas. Des fois, c'est à se demander si nous savons aller à l'essentiel, même s'il faut de temps en temps et autant que faire se peut, aller à l'essentiel effectivement, mais tenir compte du réel. Le réel veut aujourd'hui que nous sommes dans une société qui doit marcher. Un président de la République, c'est une institution. L'acquisition d'un avion est une affaire de souveraineté. Pourquoi, nom de Dieu, les Africains préfèrent toujours du bas de gamme, du tafiengel, ou des occasions, quand on a la possibilité aujourd'hui, mais d'acheter, surtout qu'il s'agit de vies humaines, et d'honneur et de prestige pour son pays? Que vaut 57 milliards par rapport à un rayonnement? Cet avion qui est acheté à 50 milliards ou 60 milliards va nous permettre d'engranger énormément de choses. J'ai entendu, et quelqu'un n'est pas de moins dans l'opposition, faire un parallélisme en disant que, oui, comment comprendre aujourd'hui que Macky Sall parle d'annulation de la dette, pendant ce temps il va acheter un avion à 57 milliards. Vous pensez que ce débat-là peut se poser aux États-Unis aujourd'hui, en France ou à Londres? Et pas du tout, c'est un détail. Je pense que si c'était simplement par rapport à Macky Sall pour son confort, il l'aurait acheté depuis 12 ans. Cet avion date de 2001. Je pense en toute bonne logique qu'il fallait le changer. On l'a changé. Mon problème, si problème il y a, c'est simplement par rapport au saut de secret défense. Non, ça doit être quelque chose de basique. On l'a acheté, rien que pour aujourd'hui permettre à la jeunesse sénégalaise de créer de la richesse, on a débloqué 350 milliards. Donc vraiment, c'est un épiphénomène par rapport à tout cela. Arrêtons quand même de gauzer sur des détails. Quand aujourd'hui, il y va de la sécurité. Mais des présidents à venir, quelqu'un qui, quelle que puisse être la situation, même s'il devait faire un troisième mandat, c'est pour 5 ans qu'il est ici. Mais quand on achète un avion, on l'amortit sur au minimum 20 ans. Donc, ça transcende Macky Sall. Cet avion appartient au Sénégal et ça doit être aujourd'hui un honneur et une fierté que d'acquérir cet avion. Est-ce que l'achat de cet avion tombe à pic? Nous, si on parle de priorité, au moment où le Sénégalais lambda parle de priorité, oui. Au moment où le Sénégalais lambda parle de, on va dire, de souffrance côté nourriture, côté conditions de vie, côté problèmes dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, est-ce qu'en termes de priorité, cet achat de cet avion était vraiment au mauvais moment ou bien au bon moment? Je vous ai dit tout à l'heure que je ne saurais, moi, m'inscrire dans cette dynamique-là de culpabilité. C'est un acte qu'il fallait poser, on l'a posé. Ça ne s'est pas fait durant cette Covid-là. Comprenez effectivement qu'acheter un avion, ce n'est pas comme acheter déjà une voiture, à plus forte raison, une maison. Une maison, c'est une prospective, il faut 4, 5, 6 ans. Un avion, les gens ont le temps de réfléchir, le cahier de charges et beaucoup de choses pour l'acheter. Mais je suis désolé quand même qu'on puisse ramener ce débat-là effectivement à des problèmes de pouvoir d'achat. On a dépensé 350 milliards sur cette Covid-là. Je pense que les autorités ont montré effectivement leur bonne volonté et les dispositions sur lesquelles ils étaient en sortant 1000 milliards de francs CFA pour le faire. Aujourd'hui ou demain, il fallait acheter cet avion. On l'a acheté au bon moment par rapport à un environnement international qui était morose. C'est la raison pour laquelle on a pu l'avoir d'ailleurs à ces niveaux de prix. Parce que si tout marchait, si les carnets de commandes étaient remplis, nous ne pouvions pas l'acheter par rapport à 57 milliards de francs CFA. Et ensuite, c'est un débat malsain. Il s'agit aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, mais de souveraineté.
Ça n'a absolument rien à voir avec la loi de l'offre et de la demande qui répondent aujourd'hui à un système. Il y a, et tout le monde l'a constaté, que récemment, sur le poulet, comme du reste sur la viande, il y a eu une réflexion due effectivement au fait que, pour l'essentiel, on l'importait du Niger, du Mali, des pays qui ont et qui connaissent aujourd'hui des difficultés. Vivement d'ailleurs qu'en prévision de cette tabaski-là, le ministre de l'élevage puisse poser des actes allant dans le sens effectivement de rassurer les Sénégalais qu'il y aura effectivement suffisamment, en quantité abondante de viande. Mais ça ne saurait être quelque chose de durable dans le temps pour qu'on assiste effectivement à une inflation ou à une floraison des prix. J'ai vu d'autres comparer avec le nombre de classes, salles de classe, etc. Non, il ne s'agit pas de poser cela comme ça. Il fallait le faire, cet acte a été posé. Les recettes ordinaires du Sénégal aujourd'hui, au bas mot, se chiffrent à 1500 à 2000 milliards de francs CFA. Et pourquoi tout ce qui est bon doit provenir de l'étranger? Je vous ai dit à l'entame de mes propos que c'est un débat qui ne saurait prospérer en Europe aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Pourquoi devrions-nous avoir un président rabaissé qui risque, au détriment du cash, de cracher? C'est un problème. Nous avons aujourd'hui acquis un avion qui a un rayon d'action plus conséquent. Nous allons économiser sur les frais d'entretien et sur les frais de kérosène. Mais il fallait le faire, on l'a fait. Mais mon problème, encore une fois, si problème il y a, c'était simplement pourquoi devrions-nous effectivement y mettre un sceau de secret défense. C'est ça qui me gêne dans cette affaire-là. Comme le porte-parole du gouvernement, il a un peu, on va dire... Je ne suis pas d'accord. Voilà. Pourquoi il parle de secret défense? Non, c'est basique, ça appartient au Sénégal. Il fallait dire que le président de la République, pour des raisons, on a acheté, l'État du Sénégal a acquis un avion à 57 milliards, un point, c'est tout. Nous avons vendu l'autre à 5 milliards de francs. Ça veut dire que déjà sa valeur vénale était complètement à zéro. Tout à fait. 5 milliards. Nous avons acquis cet avion-là à presque 57 milliards. Ça veut dire que la valeur vénale était presque quasi nulle. Donc, il fallait changer. On l'a fait et je pense qu'on ne doit pas avoir d'état d'âme. En tout cas, pour ceux qui ne font pas de la politique politicienne. Le même scénario de Maître Wade qui avait acheté le pont Sarène en 2011 et Macky Sall l'a inauguré en 2012. Est-ce qu'avec on va dire, cet achat, c'est le même scénario qui va se reproduire ou le troisième mandat à polémique du président Macky Sall est toujours d'actualité? Ce troisième mandat, décidément, il a bon dos. Et vous l'avez dit, je pense qu'il y a aujourd'hui des urgences qui nous interpellent. La nécessité aujourd'hui de donner un contenu économique à l'ambition de cette jeunesse sénégalaise, qui a aujourd'hui des préoccupations de richesse, qui a des problèmes pour effectivement de mal vivre. Parce qu'on constate, pour le regretter, que peu de jeunes ont effectivement une formation qualifiante. Et ce qui est important, c'est d'avoir une formation qualifiante. Le chômeur, c'est celui qui dispose d'une qualification, mais qui n'a pas d'emploi. Mais sinon, c'est les demandeurs d'emploi. Moi, j'en reçois énormément, mais des gens qui, parce qu'ils n'ont pas de qualification, ne peuvent être que gardiens des emplois vraiment sous-évalués. Donc, à l'instar aujourd'hui de pays qui ont pu effectivement tirer vraiment profit de cette crise-là, j'en veux pour nom la Hollande, la Suisse, le Japon, mais parce que les gens ont du métier là-bas. Il y a une formation qualifiante qui est à la base aujourd'hui de toute instruction. Donc l'enseignement doit déboucher sur cela. Tout le monde ne peut pas aller à l'université. Il faudra réorienter les filières en tenant compte des besoins des entreprises, parce que l'État ne peut pas tout faire. N'est pas aussi entrepreneur qui veut. À ce moment-là, il faudra, dès l'instant que les gens ont effectivement cette qualification-là, dans des secteurs où il nous faut aujourd'hui de la résilience, parce que l'autosuffisance alimentaire doit être une réalité. On doit lui donner un contenu. Les dispositions et les efforts qui sont consentis aujourd'hui dans ce secteur-là doivent nous permettre que les jeunes puissent se réaliser là-bas. Il y en a d'autres.
les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce que vous êtes en train de faire. C'est le lieu de saluer vraiment l'avènement de votre télévision. Mais dans les métiers d'art graphique, dans les métiers de cinématographie, il y a aujourd'hui énormément de choses que nous pouvons gagner sur les téléfilms, sur les films. Il faudra aujourd'hui qu'on ait beaucoup de scénaristes, beaucoup de réalisateurs, pour que dans ce secteur-là, on a une possibilité de capter énormément de valeur ajoutée. Donc, c'est des créneaux que nous devons développer. Je rêve et j'ambitionne, je veux effectivement qu'au Sénégal, qu'on puisse avoir une très bonne école de formation pour préparer des réalisateurs, des scénaristes, pour nous faire des synopsis allant dans le sens. Mais ça aussi, c'est un peu l'ancien directeur général de la du secteur du cinéma qui le parle, de l'exploitation cinématique. J'ai été président directeur général de la SEMPEC, SIDEC-SEMPEC, qui avait remplacé la SIDEC. Dans ce métier, dans ce secteur-là, il y a aujourd'hui à boire et à manger, et il faudra effectivement qu'on le fasse. Mais parler aujourd'hui de troisième mandat, alors que le principal concerné ne pense pas qu'il faille donner une suite à tout cela pour l'instant, mais c'est autre chose. Actuellement, il y a des urgences qui sont là. Il y a les élections municipales qui approchent. Après les élections municipales, c'est les élections législatives. Mais entre tout cela, il faudra trouver, comme je l'ai dit tantôt, de l'emploi, de la qualification, créer les conditions pour que l'entreprise sénégalaise soit dans les conditions optimales, que le PAP 2, ce fonds de résilience-là, que les gens puissent l'utiliser, parce que des entreprises attendent effectivement beaucoup sur ce PAP-là, que les banques qui sont dans les dispositions de pouvoir le faire, mais aillent voir ou réceptionnent le dossier de ces entreprises-là, parce que c'est important, et j'ai entendu un opérateur, et pas des moindres, du fait effectivement de sa formation, dire que si on a la possibilité de prioriser simultanément la nécessité aujourd'hui de soutenir l'entreprise, parce qu'en soutenant l'entreprise, elle crée des emplois. Donc, avant, je pense, l'opération diplômée de l'enseignement supérieur, je suis issu de cette opération. Mais pour l'essentiel, n'était pas l'opérateur économique qui veut. Ahmed Fall Baraye m'entend. On a fait partie de la même association issue de l'opération diplômée de l'enseignement supérieur à l'époque. Il y avait une délégation à l'insertion, réinsertion, emploi. Mais énormément de jeunes de notre promotion sont partis en exil, après avoir pris l'argent de la DIR, du groupe Sonaga Sonabank, et partir avec. Donc, on n'improvise pas le sens les affaires. À côté, je pense qu'il faudra permettre aux entreprises qui sont aujourd'hui en difficulté de se réexfusionner pour pouvoir créer des emplois. Parce que, qu'on le veuille ou non, malgré cette pandémie, malgré la difficulté, énormément d'entreprises, pour ne pas dire que l'essentiel des entreprises sénégalaises, n'ont pas licencié, à plus forte raison, même amené en chômage technique. Donc, c'est à saluer. Tout à fait. Alors vous, en tant qu'opérateur économique, comment avez-vous vécu, on va dire, le contexte de la crise sanitaire? Est-ce que ça vous a impacté de manière négative? Bon, un peu par rapport au secteur d'activité. Tout le monde l'a ressenti. Parce que simplement, quand vous êtes dans des secteurs où effectivement c'est les populations qui consomment votre produit, la restriction des libertés à partir de 18h, 19h fait effectivement que sur les grandes surfaces, à une certaine heure, les gens étaient obligés d'être chez eux. Si ça tombe dans des conditions extrêmement difficiles, cela pose problème. Entre les régions, ce n'était pas facile de transporter vos produits à l'intérieur du pays. Ça ne peut pas ne pas impacter. Mais malgré tout cela, nous n'avons pas compressé, nous n'avons pas licencié. C'est la raison pour laquelle je dis tantôt qu'il y a une nécessité effectivement que ces entreprises-là, à l'instar de ce qui a été fait dans le secteur de l'hôtellerie, qu'on puisse mettre à la disposition des fonds de résilience de 30, 40, 50 milliards pour permettre effectivement à ces entreprises-là de pouvoir avoir accès effectivement à ces financements-là, parce que pour l'essentiel, elles ont des difficultés. Si on les met dans les conditions optimales, on sortira de cette pandémie avec des taux de croissance qui sont intéressants. Mais ensuite, c'est le moment où jamais, parce que j'ai parlé de la résilience,
que l'entreprise sénégalaise soit au cœur de l'activité économique. Sur un certain nombre de choses, qu'on sente que c'est important qu'on pense d'abord aux Sénégalais. Mais quand la résilience est posée, les entreprises marocaines ont donné plus de 1000 milliards au royaume chérifien. Mais c'est à peine si aujourd'hui on a pu réunir 10 milliards de francs CFA pour le Sénégal. Ça veut dire ce que cela veut dire. Heureusement que nous avons aujourd'hui des banques, et pas des moindres, la BND, le Crédit, la Banque agricole, etc., qui ont soutenu et accompagné effectivement cette résilience-là. Mais il faudra effectivement que l'on puisse amener de l'argent pour permettre aux entreprises d'être dans les conditions optimales. Mais ça aussi, c'est possible que quand l'environnement de l'entreprise est dans les conditions optimales. Ce qui s'est passé au mois de mars, ne puisse plus se reproduire. On s'est réveillé du jour au lendemain en voulant mettre le chaos dans ce pays. C'était irresponsable la démarche. Très irresponsable. Pour les égos simplement d'un individu, on a failli aujourd'hui et ça nous pèse aujourd'hui. Parce que le Sénégal, s'il était sur 3 ans, sa capacité d'endettement aujourd'hui va poser problème. Et ensuite, si nous devons emprunter de l'argent à l'extérieur, les gens vont réfléchir par 2 fois. Parce qu'ils peuvent dire qu'il y a un risque pays. Avec ce qui se passe aujourd'hui au Mali, des godillots qui se permettent du jour au lendemain de revenir sur des processus démocratiques, il y a un problème. Là-dessus, la CEDEAO doit prendre ses responsabilités et arrêter ce monsieur Assimi Goïta, mais un bambin qui a aujourd'hui un bouton, il y appuie quand il veut et comme il veut. Hein, sans tenir compte que nous sommes dans un village planétaire et l'indépendance est une réalité. Ce qui se passe quand le Mali tousse, on est obligé nous d'être quelque part enrhumés. Et donc c'est pas normal. Il faut régler cela. L'aventure, ça ne paye pas, ça ne prospère pas. C'est la raison pour laquelle j'invite vraiment la classe politique sénégalaise à savoir raison garder. Regardez, aujourd'hui sur Dakar, il y a quelqu'un, comme on dit, qui pense qu'il n'y a que lui qui est homme. Cela pose problème. L'irresponsabilité, ça ne peut pas prospérer. Le Sénégal a besoin d'avoir des dirigeants responsables qui, chaque fois qu'ils auront à poser des actes, que ce soit réfléchi. Parce que, on dissocie vraiment l'individu par rapport à la cause et par rapport au devenir du pays. Aujourd'hui, ce qui doit nous transcender aujourd'hui, c'est le devenir du pays. Mais pour son ego personnel, qu'on puisse être dans des conditions pareilles, cela me pose problème. Regardez ce monsieur qui est parti voir le calife en disant que oui, sur les 13 ou 14 morts, les 12, les 13 sont des mourides. Mais vous pensez que ça, c'est un discours responsable, réfléchi? Et voilà des gens qui ambitionnent de diriger ce pays. Quand d'autres se permettent de dire que oui, il n'y a que eux qui sont aujourd'hui garçons dans ce pays, tout le reste, c'est une opposition irresponsable. Alors que tout le monde constate pour le regretter, mais ils sont exemplaires nulle part par rapport aux actes qu'ils posent. Pensez un seul instant que des fois je me dis que c'est des coqs mégalomanes, quoi. Ils pensent et ils ont l'illusion d'être dans une basse-cour de poulets éclopés. Non, heureusement que nous ne sommes pas des poulets éclopés. Et puis on est garçons comme eux. C'est la raison pour laquelle j'invite vraiment cette majorité présidentielle à savoir raison garder. C'est-à-dire c'est important aujourd'hui qu'on soit en phase, qu'on se regroupe, qu'on s'unisse, qu'on taise des divergences, si tant est effectivement qu'il y ait des divergences, pour aller à la conquête des municipalités. D'abord et ensuite aux législatives. Vous pensez que l'opposition sénégalaise n'est pas crédible? Vous pensez que l'opposition n'est pas crédible? Sur un certain nombre de choses, il y en a, il y en a oui, il y a une opposition responsable. Pour moi, Hadjibou Soumaré est un homme responsable. Parce qu'il a du vécu, il a un cursus. C'est ce que j'attendais aussi de M. Mbaye, qui a été Premier ministre. Quelqu'un qui était un technocrate incolore et inodore. On l'a sorti du néant pour en faire un Premier ministre. Aujourd'hui, regardez les actes. Je vous ai parlé tantôt en disant que comment comprendre qu'on achète un avion alors qu'on est en train de demander l'annulation d'une dette. Mais ça n'a rien à voir. Et il le sait. Cette politique politicienne me choque.
c'est pas parce que nekkatu comme on dit en wolof bokkatuloo ci ndab bi que da nga ci war a sànni non, pas du tout. Il y a eu énormément de gens qui ont soutenu Macky Sall, qui n'en ont rien attendu, dont Macky Sall peut-être n'a rien fait, mais qui continuent à avoir leur dignité. Donc, un Hadjibou Soumaré, mais quand il s'agit de parler, il est là. D'autres personnes sont là dans l'opposition, très responsables. Mais il y a une opposition qui me pose problème. Parce qu'il n'y a pas que comme garçon. Et cette opposition me pose problème. Et le Sénégal ne mérite pas effectivement d'avoir cela. Mais la vision, le Sénégal aujourd'hui est dans une dynamique extraordinaire. N'eût été cette Covid-là, nous allions avoir des taux de croissance qui vont avoisiner les 2 chiffres. Et ensuite, mais nous allions commencer à extraire carrément tout ce que nous avons au niveau de nos sols. Mais pour cela, il y a des dispositions. Parce qu'une révolution, pour qu'elle soit durable, il faut du temps. Il y a des choses qui vont se faire. Il faudra continuer à affiner l'arsenal répressif pour que le détournement de deniers publics, par exemple, soit criminalisé. Parce qu'un pays comme le Sénégal, où tout est prioritaire, on ne peut pas comprendre que des gens, du jour au lendemain, se réveillent pour avoir des milliards. C'est impensable. Il faut qu'on puisse permettre aujourd'hui aux juges d'instruction de saisir directement des dossiers de l'OFNAC qui posent problème pour les amener directement au tribunal. Il faut qu'on ait des sanctions pour que les gens se rendent compte que non, nul n'est au-dessus des lois. Donc, si nous réglons cela, si nous regardons encore les filières qu'il nous faut, je n'ai rien contre l'histoire et la géographie, je n'ai rien contre la littérature, les sciences humaines. Mais il faudra que ces sciences humaines-là soient réadaptées à nos réalités et aux réalités de l'entreprise pour que ce soit efficace. Avoir 185 000 bacheliers, si on ne peut pas les orienter dans les bonnes conditions, cela pose problème. Donc, il faut repenser tout cela. Nous avons des compétences. Le professeur Marito Nian est très bon. Je l'ai écouté la fois dernière sur la radio de l'université de Dakar, Cheikh Anta Diop. Mais on a besoin du know-how de ce monsieur qui s'y connaît. Khalilou Diallo, c'est un expert aujourd'hui qui doit aujourd'hui être appelé. On doit l'écouter. Parce qu'il sait, il connaît. J'ai écouté un débat qu'ils organisaient, mais c'est extraordinaire quand vous vous rendez compte que vous avez des cadres et des intellectuels pareils. Pendant ce temps, nous avons une opposition des fois médiocre. Et ça me choque. Tout à fait. Alors, l'actualité, c'est également la marche pacifique de dimanche passé contre l'homosexualité au Sénégal. Peut-on dire aujourd'hui que le président de la République est entre le marteau, on va dire, des bailleurs et l'enclume de la population? C'est des réalités qui sont là. J'ai bien apprécié hier dans une télévision quelqu'un qui disait que décidément l'État était pensé un seul instant que nous avions un État tchouné. C'était mal apprécier les choses. Vous avez vu effectivement l'impact de cette manifestation. Mais il y avait énormément de caméras d'yeux qui étaient braqués sur le Sénégal. Quelque part, les gens disent que la sortie du porte-parole du gouvernement était nécessaire, même si quelque part, d'aucuns disent que c'était un mal nécessaire, mais c'était important pour au moins qu'on occulte un peu ce qui s'est passé à l'Obélisque par rapport effectivement à cette marche-là, qui a tenu compte quand même des réalités spécifiques du Sénégal. Nous sommes un pays à presque 99% de musulmans. Et notre religion, c'est l'islam. Et l'islam, comme du reste, la chrétienté, combattent effectivement, ne sont pas d'accord sur l'homosexualité, le mariage de gens du même sexe. Donc, le président Macky Sall a été très clair, tout le temps, durablement, sur cette démarche,
tant que je serai président de la République du Sénégal, aucune loi ne permettra effectivement à cette minorité de prospérer au Sénégal. Il l'a dit devant Barack Obama. Donc, quelque part d'ailleurs, je ne comprends pas certains opposants, en mal de popularité, je ne sais pas, ou des fois cyniques, faire de l'amalgame en faisant croire que APR ou Macky Sall sont pour la LGP, c'est pas vrai. Barack Obama était dans sa toute puissance, un premier mandat, il est venu au Sénégal, mais Macky Sall lui a clairement dit que c'est pas possible et ça ne se passera pas. Nous ne l'accepterons pas. Parce qu'il tenait compte effectivement des réalités historiques et sociologiques de son pays. Donc, vraiment, c'est aller vite en besogne que de penser effectivement. Il n'y a aucun Sénégalais qui a été éduqué dans les règles de l'art qui accepte volontairement effectivement cette différence-là. Ça nous pose un problème. Nous n'irons pas jusqu'à demander effectivement qu'on les tue. Mais quelque part, et ça a toujours été le cas, même en France, quand on criminalisait tout ça, on disait qu'ils étaient malades. Donc, c'est des actes, je ne pense pas que ça puisse prospérer au Sénégal. Maintenant, il n'y a pas de politique en dehors des réalités. La réalité veut aujourd'hui effectivement que pour l'essentiel des bailleurs de fonds aujourd'hui, c'est des gens qui sont à cheval sur ces grands principes. On peut être courageux, mais pas téméraire, parce que la témérité est une folie. Si entre le marteau, comme vous l'avez dit, et l'enclume de ces bailleurs, on a la possibilité de ne pas perdre notre identité, grand bien nous fasse. L'annulation de la dette d'aujourd'hui est un combat, et nous invitons tout le monde à s'y associer. C'est important. Mais ça ne saurait être une cause politique. Si nous devons annuler aussi cette dette-là, je pense que c'est tout un package. Il faudra effectivement donner des signaux et des gages effectivement aux bailleurs de fonds pour que cet argent ne soit plus capté par Jean ou Paul, mais que ce soit effectivement capté par les populations dans de la résilience, dans aujourd'hui ce qui nous permettra de pouvoir avoir les taux de croissance que nous voulons. Tout à fait. Alors, quelle est aujourd'hui la situation du PST Jantibi? Elle est là. La résilience avait fait effectivement qu'on ne pouvait pas nous entendre trop. Ensuite, comme vous le savez, je suis passé par quelques épreuves, mais alhamdoulilah, je touche du bois. Vous m'avez vu. C'est comme ça. Nous allons, Inch'Allah, prendre notre place, toute notre place, et jouer tout notre rôle au sein de notre majorité présidentielle qui s'appelle Benno Bokk Yakaar, pour que dans les divers départements et les diverses localités du pays, qu'on puisse avoir nos gens aussi investis dans des listes de Benno Bokk Yakaar pour les locales, mais Inch'Allah aussi pour les élections législatives. Et vivement que la mairie de Dakar puisse être entre les mains de Benno Bokk Yakaar. Je le pense, parce que de ceux qui se sont encore prononcés pour l'instant, je pense que les Sénégalais sauront faire le bon choix. Parce qu'entre... Des fois, il n'y a pas photo. Vous avez un candidat? Si j'ai un candidat, ouais. Pour la mairie de Dakar, à soutenir, d'autant plus que Khalifa Sall pense ne pas soutenir aucun des candidats. Oui, parce que heureusement que quand même, il y a quelqu'un qui disait que, c'était avec l'onction de Khalifa Sall. Je pense que ça allait être un problème. Je pense que Khalifa Sall, s'il a pu être maire de Dakar, c'est aussi par rapport à son éducation. Nit ku am kersa la, ku ñu xamoon la mu posé. Vous m'excuserez de parler un peu wolof parce que j'ai besoin que les gens sachent. Bon, naw nañ ko woon ndax mesure am. Dakar est trop sérieux pour qu'on le mette entre les mains inexpertes. On a besoin de maturité, on a besoin de dal. Et quelqu'un m'a raconté qu'il y avait un ancien président de la République qui était allé voir au lendemain de notre différend avec la Mauritanie. Il lui a dit, heureusement, président, on n'avait pas compris. Mais par la suite, quand on a compris que tout ce qu'il y avait derrière
celui avec qui nous avions des problèmes, on s'est rendu compte que votre choix était le bon, de n'avoir pas fait la guerre avec la Mauritanie. Il paraît que ce président lui a dit, diw mu ne ko tekk doy na listixaar. Donc tekk dal dafa am solo ci lii, surtout quand on fait de la politique. Donc naturellement, dès l'instant que nous sommes dans le cadre de cette coalition, Benno aura un candidat. Je pense aussi un candidat consensuel. Parce que moi je crois que dur comme fer que lu benn nit mën ñaar ko dax. Donc ce sera une équipe que nous allons présenter sur Dakar. Et ceux qui seront investis, c'est pas possible d'investir tout le monde. Il faudra faire la part des choses entre ces élections locales et les élections municipales qui vont venir. Parce que ce dont il s'agit, si tant est effectivement que nous œuvrons tous dans le même but, c'est effectivement pour la réussite de notre candidat Macky Sall. Alors est-ce qu'aujourd'hui les compagnons du PSD ne se sentent pas, en tout cas certains, ne se sentent pas frustrés du fait de ne pas avoir de poste, on va dire, de la part du président Macky Sall, vu votre compagnonnage? Vous savez, je l'ai dit une fois, je pense que c'était dans votre télévision ou dans votre interview, dans une de vos interviews, un président de la République est un entraîneur de football. D'ailleurs, c'est le moment de le dire, il y a un match que nous devons voir aujourd'hui. Un président de la République, c'est un entraîneur de football. Il lui faut 11 hommes sur le terrain, mais il sélectionne 22. Bon, si les 11 sont bons, du point de vue santé, ils font les passes, les dribbles, tout ce qu'on attendait sur le terrain, mais il faut supporter l'équipe. Parce que quand l'équipe gagne, vous gagnez. Vous êtes sur les bancs de touche. Donc tout le monde ne peut pas être effectivement dans le terrain, mais il faut le voir comme ça. Quand il aura besoin de compétences, il sait, hein, il sait tout. Et puis, on n'est pas né hier, comme on dit, il y a un vécu. Et en fonction, un président de la République, c'est ça, hein, il connaît tout le monde. C'est les circonstances qui déterminent ses choix. Vous avez vu récemment, tout le monde pensait que... C'est pour ça qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Beaucoup de gens n'ont pas compris le rapprochement aujourd'hui du président Macky Sall et d'Idriss Seck. Alors que c'est simplement de la politique. C'est servir son pays. Si on peut le faire, l'Allemagne a réussi à le faire. Ils ont aujourd'hui des gens qu'on pensait être vraiment diamétralement opposés qui sont aujourd'hui dans un gouvernement d'union nationale. Et ça donne les résultats que nous connaissons. Donc, des fois, il faut savoir taire cette divergence pour l'essentiel. Et dès l'instant que c'est un fauteuil, ça ne peut pas être un canapé, mais la fonction, c'est pour un président de la République. Tant que sur l'essentiel, il fait ce qu'il a à faire, mais on dit, mais Macky Sall a travaillé. Regardez les autoponts, regardez en matière d'infrastructure, tout ce qui a été fait. Il y a effectivement des choses que nous devons compléter, il y a des choses que nous devons faire. Quand il a eu à dire, effectivement, je vous ai compris, j'ai bien apprécié, tout le monde a apprécié, parce qu'à un moment, nous sommes tous des humains. Vous avez tendance à penser que tout marche. Il faut un déclic pour vous rendre compte que, ah oui, au fond, est-ce que j'étais vraiment concentré sur l'essentiel? Du fait déjà de collaborateurs, des fois, qui ne vous racontent pas tout. Moi, j'ai été un proche collaborateur d'un président de la République. Je sais qu'un président, on peut des fois l'induire en erreur. Parce que si vous faites confiance et que vous avez accès à toutes les informations, je dis toutes les informations, si vous pensez que vous ne devez lui donner que ce qui vous arrange, il y a un problème. Donc, le choix des hommes est important. C'est la raison pour laquelle, quand on est avec un président de la République, on doit être loyal du matin au soir. On doit s'effacer au profit de l'essentiel. Donc, ça, c'est important de le faire pour permettre effectivement à un président de la République d'avoir toujours la possibilité de faire les bons choix. Il peut vous écouter. Depuis cette Covid-là, beaucoup de gens ont écrit, ont fait des contributions. Il y en a qui le prennent en compte, d'autres
pour différentes raisons. Il sait que, bon, parce qu'il a, entre-temps, il a vu Ardo, il a vu Ousmane, il a vu Mamour Cissé. Donc, c'est une somme totale. Il ne faut jamais désespérer. Et vraiment, par rapport à notre âge, je pense que ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le devenir du Sénégal. Qu'on ne soit plus vraiment dans des ténèbres ou des difficultés. Ce qui s'est passé récemment au Mali choque encore tout le monde. Je ne le souhaite pas pour mon pays. Les batailles, aujourd'hui, c'est dommage qu'Assimi Goïta ne l'a pas compris. C'est le djihadisme, la sécurité au niveau de nos frontières. C'est un problème. Je pense que les Sénégalais ont une très bonne compréhension de tout ça, surtout nos autorités. À partir de Caille, vous avez vu aujourd'hui que nous avons mis effectivement un grand poste de militaire. Nous mettons l'accent aujourd'hui sur l'investissement au niveau de la technologie pour nous permettre effectivement de pouvoir avoir de grandes oreilles. Parce que ta sécurité dépend de l'insécurité de ton voisin. C'est important de gérer ce genre de choses et de détails. On vous remercie. Merci Ardo, vraiment. J'étais très content et très heureux. Plaisir partagé. Parce que nous avons bien discuté et je pense qu'on a abordé tous les problèmes qu'il fallait. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir également de vous interviewer. Merci Ardo. Voilà, donc le grand format c'est fini pour aujourd'hui. Nous recevions, je rappelle, Mamour Cissé, leader du PS de Diantébé, par ailleurs opérateur économique. On vous donne rendez-vous prochainement avec un autre invité, toujours sur Dakaractu avec le grand format.